Bien, donc troisième vidéo, troisième séance, toujours les paramètres les analyses et les essais à réaliser afin de déterminer la qualité d'une eau potable. Donc après les facteurs organoleptiques et la température, le pH, quatrièmement la conductivité électrique. Alors, comme vous le savez bien, la conductivité électrique d'une eau est la capacité de conduire le courant électrique d'une colonne d'eau comprise entre deux électrodes de platine. Donc là, lorsqu'on dit conductivité électrique, ça veut dire la capacité que cette eau peut conduire le courant électrique. Alors, cette eau-là, elle est représentée en fait par une colonne d'eau qui est comprise, emprisonnée entre deux électrodes de platine. Là, rappelez-vous, la première partie de ce cours, électrochimie, lorsque nous avons parlé de la conductivité électrique, et nous avons parlé même des schémas de la sonde de l'électrode d'un conductimètre. Elle est constituée par deux plaques de platine d'1 cm² chacune, séparées par 1 cm. Donc là, cette colonne d'eau dont on parle ici, et c'est en fait, comme ça a été dit auparavant, c'est 1 cm³ d'eau. Lorsque l'on plonge l'électrode de conductimètre dans l'eau, donc là, il y a 1 cm³ d'eau qui est emprisonnée entre deux plaques de platine. Bien, alors là, la conductivité électrique, ça veut dire la capacité de conduire le courant électrique. La connaissance de la conductivité électrique permet de pouvoir apprécier la salinité d'une eau. Bien évidemment, lorsque vous avez des ions, parce que comme vous le savez bien, c'est des ions qui conduisent le courant, lorsque vous avez des ions, ça veut dire que vous avez une certaine salinité. Les salinités, par exemple, le sel, le Na+, le Cl-, ce sont des ions. Alors qui est en relation avec la quantité des sels dissous. Donc ça veut dire combien il y a de sels dissous. Autrement dit, la conductivité électrique va nous dire combien il y a d'ions dissous dans l'eau. En effet, les sels en solution très diluée sont entièrement dissociés sous forme d'ions dont le déplacement dans la solution entre les deux électrodes de platine assure le courant électrique. Voilà, comme ça a été dit, les ions sont responsables de cette capacité à conduire le courant électrique. Alors, ce qui nous intéresse, c'est que cette conductivité électrique, on peut la lier avec la qualité d'eau. Donc la conductivité sera fonction de la mobilité des ions, donc de leur nature et de leur concentration. Bien évidemment, avec l'augmentation du nombre des ions, ça veut dire la concentration qui augmente, autrement dit, la conductivité électrique va augmenter. Alors maintenant, pour lier cette conductivité électrique avec la qualité, il y a deux valeurs clés qu'il faut retenir, la valeur de 500 et la valeur de 200. 500 microsiemens par centimètre, ça c'est une unité de la conductivité électrique. Lorsque vous avez la conductivité électrique qui est E de là, qui est supérieure à 500 microsiemens par centimètre, on dit que c'est une eau qui est très minéralisée. Ça veut dire que ça contient trop de sel et donc par conséquent, elle est minéralisée. Entre 200 et 500, donc la conductivité est comprise entre 200 et 500 microsiemens par centimètre, c'est une eau moyennement minéralisée. Ça veut dire que le taux de sel est moyen. Ça veut dire que c'est consommable, soi-disant. Et inférieur à 200, c'est une eau faiblement minéralisée, donc ça contient très peu de sel. Bien, on verra par la suite dans un autre paragraphe de ce cours une autre idée concernant la qualité de l'eau et qui vont être en forte liaison avec cette valeur de 200 que nous avons ici. Alors, on peut lier maintenant la salinité ou la minéralisation, ça veut dire le taux de sel en milligrammes par litre d'une eau à sa conductivité par les formules suivantes. Donc là, il y a des études expérimentales qui ont été faites afin de pouvoir lier un petit peu la conductivité mesurée en microsiemens par centimètre à la minéralisation, ça veut dire à un taux de sel en milligrammes par litre. Alors là, avant peut-être même d'entamer ce paragraphe ou ce tableau-là, il faut que je vous rappelle qu'un conductimètre
conductimètre, ça veut dire l'appareil, il y a bien évidemment le choix de l'unité. Et parmi le choix de l'unité, ça veut dire l'appareil lui-même, il est capable de nous donner à la fois la conductivité électrique, ça veut dire là sur le tableau, et il nous donne aussi la minéralisation, hein, ce qu'on appelle aussi le TDS, le taux de sel, okay, en milligrammes par litre. Comment il fait ceci? C'est ça ce qu'on va essayer de voir dans ce tableau. Donc, autrement dit, lorsque il mesure la conductivité, vous avez la valeur, et si vous voulez le taux de sel, il va multiplier cette conductivité fois un coefficient. Donc là, ce tableau-là, il vous donne tous les coefficients possibles. Donc là, pour des conductivités sigma inférieures à 50 microsiemens par centimètre, il faut multiplier la conductivité fois ce coefficient-là, 1,365079, pour obtenir la minéralisation, c'est-à-dire le taux de sel en milligrammes par litre. Si vous avez une conductivité qui est comprise entre 50 et 160, vous avez un autre coefficient. 166 à 333, vous avez un autre coefficient. De 333 à 833, vous avez un autre coefficient, et ainsi de suite. Donc là, c'est strictement inférieur, et là, c'est inférieur à égal. Donc là, il y a une petite erreur de frappe que je n'ai pas pu la corriger. Donc là, inférieur à 50, inférieur à 166 et inférieur. Donc là, le 333 n'est pas là, mais plutôt il est compris ici. Okay, donc, inférieur ou égal, ou plutôt le sigma, c'est supérieur ou égal à 166 et strictement inférieur à 333. Vous avez un coefficient, l'autre valeur, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois que vous mesurez la conductivité, si vous voulez, par exemple, réaliser le calcul vous-même, pas avec l'appareil, vous avez la valeur de la conductivité, vous verrez un petit peu dans quelle zone on est situé et vous utilisez le coefficient par lequel vous devrez multiplier la conductivité. Et donc comme ça, vous aurez la valeur, bien évidemment, de la minéralisation. Ce tableau-là est très important, bien évidemment, pour traduire la conductivité en minéralisation ou en taux de sel. Alors maintenant, cinquièmement, le titre hydrotimétrique, ce qu'on appelle le TH. Alors le titre hydrotimétrique, c'est quoi? C'est la dureté totale. La dureté totale. Ça veut dire lorsqu'on dit par exemple qu'une eau est dure. Alors une eau est dure, ça a une signification chimique très précise, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'ions Ca2+, il y a beaucoup d'ions Mg2+ dans l'eau. Là, il y a plus de calcium, plus de magnésium dans cette eau. Et donc là, ce qui contribue à cette dureté de l'eau. Et auquel il s'ajoute aussi des fois les ions fer, l'aluminium, manganèse et strontium. Okay, mais la majorité des cas, c'est calcium et magnésium. Alors le calcium et le magnésium s'opposent à la formation de mousse avec le savon. Ils permettent le dépôt de sels insolubles et incrustants. Ça veut dire la présence de tartre ou d'incrustation dans les conduites. Alors, quel est le problème, comme je dis, de cette dureté? Ça veut dire la présence de calcium et de magnésium arrête la formation de mousse. Donc là, c'est très simple maintenant. Pour vous, si vous êtes dans une région que vous ne connaissez pas, vous êtes en train de vous laver les mains avec du savon, en contact avec de l'eau, si la mousse disparaît rapidement, c'est que l'eau est dure. Okay? Alors ça c'est, soi-disant, comment on peut déduire rapidement que l'eau est dure, mais le problème c'est plutôt le dépôt des sels insolubles dans les conduites, ce qui fait de la tartre ou des incrustations, bien évidemment, dans les conduites. Alors, rappelez-vous que cette disparition de la mousse, vous l'avez vu en TP de première année de chimie lors de la synthèse du savon. Vous vous rappelez, quand on veut réaliser la séparation du savon avec de l'eau, ça veut dire la concentration de la mousse d'un côté, on utilise une eau très saline qui contient beaucoup de sel et donc par conséquent une eau qui est dure.
Alors, le résultat de la dureté, ça veut dire du titre hydrotémétrique, s'exprime en milliéquivalents par litre ou en degrés français. Bien évidemment, avec un milliéquivalent plutôt par litre, c'est l'équivalent ou c'est égal à 5 degrés français. Donc là, ce sont 2 unités. Alors, comment on peut calculer ceci? Donc, pour un élément en solution, l'équivalent gramme est le quotient de sa masse atomique ou moléculaire, donc si c'est un atome ou une molécule, par sa valence. Donc, ça veut dire qu'on va faire un rapport entre la masse atomique ou la masse moléculaire par la valence. Donc, il représente la quantité de matière contenant une mole de charge positive ou négative. On va prendre des exemples. Donc là, pour le sodium, le Na+, c'est 23. C'est la masse atomique du sodium divisé par 1 parce que vous avez une seule charge. Pour le calcium, c'est A2+. Donc c'est 40, c'est la masse atomique du calcium divisé par 2 parce que vous avez le 2 ici. Okay. Alors maintenant, pour le H2SO4, vous avez quoi? Vous avez 2H+, et vous avez SO4 de moins. Donc l'équivalent gramme est la moitié de sa masse molaire. Ça veut dire qu'il faut diviser, comme ici, diviser par 2. Donc là, pourquoi? Parce que vous avez le 2 qui est là et qui est encore là. Donc là, vous prenez la masse moléculaire de H2SO4, vous divisez par 2, vous aurez l'équivalent gramme de ce composé-là. Pour les carbonates, c'est ACO3. Donc l'équivalent gramme est 1,5 de sa masse molaire. Donc autrement dit, c'est 50 mg par litre. Parce que normalement, la masse molaire de tout ça, ça fait 100. Donc là, c'est 40. Là, c'est 12. Et là, c'est 16 fois 3. Okay. Donc là, si on fait la somme, on trouvera 100. Et divisé par 2, ça donne 50. Alors, pourquoi diviser par 2? Parce que vous avez Ca de plus, CO3 de moins. Donc là, la charge échangée ici, c'est 2. Bien. Alors maintenant, deux lignes d'explication en chiffres concernant cette dureté. Et on va démarrer par... pourquoi 2? Parce que là, il y a une ligne qui correspond au calcium et l'autre qui correspond au magnésium. Donc là, 1 degré français égale 10 mg par litre. Donc 1 degré français, par définition, c'est 10 mg par litre de CaCO3. Ça veut dire du carbonate de calcium. Alors, on change d'unité. Au lieu de milligrammes par litre, on met ppm. ppm, c'est quoi? C'est partie par million. Partie par million, ça veut dire que il y a un saut d'unité d'1 million. Donc, ça veut dire de 10 à la puissance 6. Okay. Là, on le voit ici. Par exemple, milligramme litre, c'est comme si on a milligramme kilogramme. Donc, de milligramme au gramme, c'est 1000. Et de gramme au kilogramme, c'est 1000. Donc, ça fait 1 million. Donc, au lieu de dire 10 mg par litre, on a le droit de dire 10 ppm. Donc, par définition, j'ai dit 1 degré français, c'est 10 mg par litre du carbonate de calcium. C'est 10 ppm, c'est la même chose. C'est 4 mg par litre de calcium. Donc, on fait 10 mg par litre de carbonate de calcium. Dedans, il y a 4 mg par litre de Ca2+. Et un milléquivalent de dureté calcique égale 20,04 mg par litre de Ca2+. Alors pourquoi, où est-ce qu'on a trouvé cette valeur de 20? C'est simple, vous avez ici 1 degré français. Donc 1 degré français et 1 milléquivalent, la liaison c'est 5. Donc là c'est comme si on va prendre cette valeur-là, c'est 4, on va la multiplier fois 5 pour donner 20. Donc là c'est 4 par rapport au degré français, 1 milléquivalent c'est 5 degrés français, donc ça veut dire que c'est 4 fois 5, ça donnera 20, donc exactement c'est 20,04 mg par litre de Ca2+. Alors maintenant voyons la dureté magnésienne, donc là c'était la dureté calcique, maintenant la dureté magnésienne, donc par définition, 1 degré français c'est 8,432 mg par litre de carbonate de magnésium. Ok.
Donc, autrement dit, c'est 2,43 mg par litre de Mg de plus. Donc, dans 1 degré français, c'est en fait 8,4 mg par litre. Il y a 2,43 mg de Mg de plus, de magnésium. Parce qu'il n'y a pas que le magnésium, il y a le magnésium, le carbone, l'oxygène. Donc là, en magnésium, il y a 2,43 dans 8,4 qui est 1 degré français. Et maintenant, passons à l'autre unité, 1 milliequivalent par litre de dureté magnésienne. Donc c'est 12,16 mg par litre de Mg de plus. Alors, 1 milliequivalent, c'est 5 degrés français, donc c'est 2,4 fois 5, ça donne aux alentours de 12,16. Alors, la méthode d'analyse, c'est la méthode complexométrique. Ça veut dire, c'est un dosage par le DTA. Le DTA, c'est très connu dans le laboratoire de chimie, c'est l'acide éthylène diamine tétraacitique. En présence du noir dirichrome, le noir érichrome T, ce qu'on appelle le NET, noir dirichrome T, qui est utilisé en fait comme indicateur coloré. Alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un virage du rouge au bleu. Et donc là, lorsqu'on a le virage du rouge vers le bleu, on va arrêter. Et donc là, on a déterminé, soi-disant, la dureté de l'eau. Voilà, donc ça, c'est ce qui concerne la dureté. Sixièmement, le titre alcalimétrique, le TA et le TAC. Le titre alcalimétrique, ça veut dire la détermination de tout ce qui est alcalin. Donc, ça veut dire des bases. Le titre alcalimétrique et le titre alcalimétrique complet, le TA et le TAC. Donc la technique est basée sur le dosage des bases, comme je venais de le dire, qui se trouvent dans une eau. Alors les mesures se font par neutralisation à l'aide d'un acide et le point d'équivalence est déterminé par des indicateurs colorés. Donc ça veut dire que dans l'eau il y a des bases, nous on va utiliser un acide pour réaliser un dosage. Mais à l'équivalence, ça veut dire le nombre de moles de l'acide égale le nombre de moles de la base, on détermine bien évidemment cette quantité de base qui se trouve dans l'eau, en utilisant bien évidemment des indicateurs colorés afin de pouvoir déterminer l'équivalence. Alors le TA et le TAC représentent donc les taux des hydrogénocarbonates, les HCO3-, qu'on appelle les bicarbonates, okay, qui n'existe que lorsque le pH est compris entre 4,4 et 8,3. Donc là, les bicarbonates ou les hydrogénocarbonates, mais la majorité des cas on utilise le terme bicarbonate, HCO3-, n'existe dans l'eau qu'à des pH compris entre 4,4 et 8,3. On détermine aussi le taux, donc le TA donc représente la détermination de HCO3-. Ça représente aussi la détermination du taux de carbonate. Le carbonate, c'est CO3-. Alors, ces carbonates-là n'existent dans l'eau qu'à pH supérieur à 8,3, donc au-delà de cette valeur de pH. Et bien évidemment, d'hydroxyde, ça veut dire les OH-, les hydroxydes, les OH- qui sont aussi des bases contenues dans l'eau. Donc là, les OH-, on n'en parle pas de variation de pH. Pourquoi? Parce que les OH-, c'est l'un des éléments du produit ionique de l'eau. Comme vous le savez bien, H3O+, la concentration de H3O+, fois la concentration de OH- égale 10 à la puissance moins 14. Donc là, il y a tout le temps des OH- dans l'eau, donc on ne peut pas parler de la variation de pH pour la détermination des OH-. Donc, les OH- c'est tout le temps. Entre 4,4 et 8,3, c'est les bicarbonates. Au-delà de 8,3, il y a l'apparition des carbonates. Alors, les résultats s'expriment en degrés français. Donc, le titre alcalimétrique, pourquoi? Donc, on va voir maintenant quelle est la différence entre les deux. Le titre alcalimétrique, c'est la mesure des OH- et des carbonates. Donc là, autrement dit, à un pH au-delà de 8,3, on va déterminer le TA. Ça veut dire qu'il n'y a que les OH- et le CO3 de moins. Le titre alcalimétrique complet, c'est la mesure des OH-, des CO3 de moins et des HCO3-. Ça veut dire
les hydroxydes, les carbonates et les bicarbonates. C'est pour cela qu'on a dit que c'est complet. Alors ceci est vrai dans le cas où on est aux alentours d'un pH de 8 par exemple. 8, 8,1, 8,2, 8,3 jusqu'à 8,4. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on a des bicarbonates, on a des carbonates et on a des hydroxydes. Donc là, le TAC, c'est la détermination des trois à la fois. Le TA, c'est la détermination des carbonates et des hydroxydes. Alors, la méthode de réalisation de ce dosage, donc le dosage il se fait à l'aide de HCl ou de H2SO4, donc l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfurique, en présence d'indicateurs colorés. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme indicateur coloré? Alors, on utilise la phénylphthalaïne pour la détermination du titre alcalimétrique. Et donc là, le virage, c'est une coloration rose. Et on utilise aussi l'héliantine, un autre indicateur coloré, ce qu'on appelle aussi le méthyle orange. Et ceci, c'est pour la détermination du TAC. Et le virage, c'est une coloration rose-orange. Voilà. Rappelez-vous que dans ce cours-là, on n'est pas censé donner les protocoles expérimentaux. Ça veut dire vous mettez 10 millilitres, rajoutez 3 gouttes, chauffez à 200 degrés et tout ça. Non, on est censé connaître les principes de chaque analyse. Donc là, par exemple, pour le titre alcalimétrique ou le titre alcalimétrique complet, voilà qu'est-ce que ça signifie. Hein? C'est les bicarbonates, les carbonates et les OH-, donc c'est le titre alcalimétrique. Et le TAC, c'est les trois à la fois, les hydroxydes, les carbonates et les bicarbonates. Okay? Et lors du dosage, qu'est-ce qu'on utilise? Hein? On ne donne pas les quantités, parce que si on veut les quantités, on peut les retrouver facilement. Mais l'essentiel pour nous, dans ce cours-là, c'est de connaître un petit peu l'analyse et son principe, comment ça se réalise. Mais les détails, c'est facile à se procurer et bien évidemment, vous suivez le protocole sans aucun problème. Ça, c'est plutôt pour des techniciens. Pour des ingénieurs, il faut connaître le principe, comprendre l'analyse. Et si on veut la faire, on cherche le protocole, on le trouvera facilement. Voilà, donc j'ai dit l'utilisation d'indicateurs colorés, phénylphthaleine pour le TA, l'héliantine pour le TAC. Et maintenant, l'analyse est effectuée sur l'eau brute, donc au départ, après filtration et pour l'eau traitée. Donc là, l'eau brute, ça veut dire l'eau à l'entrée de la station de traitement. Après filtration, donc ça veut dire qu'on a réalisé la coagulation, flocculation, décantation et la filtration. Et l'eau traitée, ça veut dire que nous avons corrigé le pH. Nous avons réalisé la désinfection d'abord et nous avons réalisé la correction de pH. Alors, tout ceci, c'est très important. Hein. Donc là, quand je dis pour l'eau brute, donc on veut savoir un petit peu quelle est la dose des bases, ou quelle est la dose des bases dans l'eau. Après filtration, ça veut dire est-ce que les étapes de coagulation, flocculation, décantation et filtration ont un effet sur ces bases qui se trouvent dans l'eau. Parce qu'il y a des réactions chimiques qui ont eu lieu dans la coagulation, flocculation par le biais de l'ajout de coagulants et de flocculants. Et à la fin, l'eau traitée, pourquoi? Parce qu'on a réalisé la désinfection avec généralement, comme je l'ai dit, le chlore. Et le chlore, il joue un petit peu sur pas mal de réactions chimiques. Et il y a possibilité d'avoir des OH- dans l'eau de plus, et ainsi de suite. Donc, suivi par la correction de pH par l'ajout de matière alcaline. Et donc là, l'eau traitée, on détermine quelle est toujours la quantité de base qui se trouve dans cette eau, afin de suivre bien évidemment la qualité de cette eau. Donc, septièmement, essai d'agressivité au marbre, c'est ce qu'on appelle l'équilibre calco-carbonique. Alors, essai d'agressivité au marbre, qu'est-ce que ça signifie? C'est en fait pour savoir est-ce que l'eau qui va circuler dans les conduits de distribution, l'eau potable bien évidemment, est-ce qu'elle va déposer des sels dans les conduites, ce qu'on appelle une eau incrustante ou une eau calcifiante, ou est-ce qu'elle va solubiliser les sels du matériau qui compose les conduites. Donc là, dans ce cas-là, on appelle une eau agressive. C'est très important
ça a un lien avec la corrosion, si vous voulez. Donc, une eau qui est agressive n'est pas bonne parce que ça va corroder la conduite de l'intérieur et ça finira un jour par une cassure. Alors qu'une eau calcifiante, alors en partie bonne, une toute petite quantité de carbonate de calcium déposé, c'est bon, mais beaucoup, c'est pas bien. Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va diminuer le diamètre interne de la conduite et par conséquent, ça va diminuer la quantité d'eau qui va circuler dans la conduite. Alors voilà, en détail maintenant, lorsqu'une eau atteint son équilibre, elle peut soit déposer des sels dans la conduite, elle est appelée incrustante ou calcifiante, c'est-à-dire qu'elle va déposer des sels, ça va mettre des incrustations, ça veut dire de la tartre, soit en dissoudre, et elle est maintenant, dans ce cas-là, agressive, ça veut dire qu'elle va solubiliser des sels du matériau. Alors, lorsque les eaux sont calcifiantes, elles peuvent former une couche protectrice de carbonate de calcium qui isole le matériau de l'eau et qui permet ainsi de réduire les risques de corrosion des métaux. Donc là, si vous avez de l'eau qui circule dans des conduites en métal, le fait de choisir une eau calcifiante, c'est bien, parce que ça va créer une couche protectrice et donc ça va réduire la corrosion. C'est bien. Mais bien évidemment, comme je venais de le dire, si elle est fortement calcifiante, ça va réduire le diamètre interne de la conduite, c'est ce qu'on appelle la lumière interne, et par conséquent, ça va diminuer davantage et davantage, et un jour, il va y avoir colmatage et blocage et bouchage de la conduite. Donc voilà, calcifiant c'est bien, alors que si elle est agressive, la conduite va se corroder bien évidemment, rapidement. L'essai au marbre a pour but de déterminer cette propriété. Si une eau ne manifeste aucune de ces caractéristiques, elle est dite inactive. Voilà, une eau inactive, on ne trouvera pas forcément tous les jours. Donc c'est soit agressive, soit calcifiante. Alors maintenant pour l'analyse. Comment on réalise l'analyse? L'une des nombreuses méthodes consiste à mesurer le pH et le titre alcalimétrique complet, le TAC de l'eau analysée. Donc là, on va prendre une eau à analyser, on va mesurer son pH et son TAC. Donc on va mesurer le pH et le TAC avant l'analyse. Par la suite, on va mettre en contact l'eau avec un excès de carbonate de calcium, le CaCO3, c'est ce qu'on appelle le marbre. Le marbre dans le marché, c'est du carbonate de calcium. Donc là, on va mettre un excès de carbonate de calcium. Alors, pourquoi on met un excès de carbonate de calcium? C'est pour que si l'eau est agressive, elle va solubiliser du CaCO3. Si l'eau est calcifiante, elle va rajouter du CaCO3 dans le bécher. Okay? Donc là, l'excès, c'est juste pour garantir que si l'eau a besoin de solubiliser, ça veut dire si elle est agressive et a besoin de solubiliser, elle trouvera du CaCO3 dans le milieu. Alors, on mettra cette solution sous agitation lente pendant 3 heures. Alors, pendant ces 3 heures, c'est le temps nécessaire pour que, si l'eau est agressive, solubilise le CaCO3 qui se trouve dans le bécher. Et si elle est incrustante, elle va déposer la quantité nécessaire de CaCO3 afin qu'elle soit en équilibre. Et par la suite, on va laisser décanter pendant 48 heures. Donc 12 jours de décantation afin de séparer l'eau du solide. À la fin, on va mesurer le pH et le TAC et on va appeler pH et TAC de saturation. Ça veut dire on a obtenu l'équilibre et donc par conséquent, l'eau à cet instant-là, elle ne peut pas ni déposer ni solubiliser. Pourquoi? Parce qu'elle est à saturation. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va constater? Si le pH de saturation est supérieur au pH initial, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le pH a augmenté. De départ à la fin, de 0 à la saturation, a augmenté. Autrement dit, il y a plus de base. Donc, comme il y a plus de base, ça veut dire qu'il y a plus de CaCO3 solubilisé. On va vérifier cette augmentation des bases par le TAC. Le TAC à saturation est supérieur au TAC initial. Ça veut dire qu'il y a plus de base dans l'eau. On parle de tout ce qui est soluble, bien évidemment, ici. Donc là, l'analyse ici,
la mesure de pH et de TAC à saturation se fait pour le surnageant, ça veut dire pour le liquide. Après décantation, on enlève le solide, on prend que le liquide et on va mesurer son pH et son TAC. Donc là, le pH est supérieur au pH initial, le TAC est supérieur au TAC initial, ça veut dire que l'eau est agressive. Pourquoi? Parce que le taux des bases a augmenté de l'initial à la fin. Le pH a augmenté, ça veut dire qu'il y a plus de bases. Donc là, c'est une eau qui est agressive. Donc elle avait besoin de solubiliser du carbonate de calcium pour être en équilibre. Deuxième cas de figure, si le pH de saturation est inférieur au pH 0, pH initial, ça veut dire que le pH a diminué. Ça veut dire qu'il y a moins de bases dans le milieu par rapport à l'état initial. Donc le pH final inférieur au pH initial, ça veut dire qu'il y a moins de bases. Voyons ceci avec le TAC. Le TAC saturation est inférieur au TAC initial. Donc là, je rappelle que les deux analyses, c'est pour confirmer. Au cas où on a un problème avec le pH, on peut le vérifier avec le TAC. Donc si le TAC final, le TAC saturation est inférieur au TAC initial, ça veut dire que l'eau a libéré quelques bases. Libérer quelques bases dans l'eau, c'est ce qu'on appelle une eau incrustante, une eau calcifiante. Ça a libéré des bases dans l'eau. Si le pH de saturation est égal au pH 0, le TAC saturation est égal au TAC 0, on dit que c'est une eau qui est inerte ou qui est en équilibre. Donc là, l'eau, elle ne pourra ni donner, ni libérer, ni solubiliser des sels. Bien, voilà, donc on a fait un petit peu une idée sur la méthode d'analyse. Maintenant, pourquoi on fait l'essai d'agressivité au marbre? C'est pour déterminer la quantité de chaux, la chaux que nous allons rajouter afin de corriger le pH. C'est l'ajout de matière alcaline à la fin de la série des opérations de traitement de l'eau. Donc là, c'est pour déterminer la quantité de chaux nécessaire pour corriger l'agressivité. Ça veut dire, si vous avez une eau qui est agressive, il ne faut pas la laisser après traitement. Donc on a fait le traitement, on a constaté que notre eau est agressive. Donc comme elle est agressive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut corriger cette agressivité. Comment? Par le rajout de la chaux. Et la chaux, c'est quoi? C'est du carbonate de calcium. Donc là, on va rajouter des carbonates de calcium en forme de lait de chaux dans l'eau afin de corriger cette agressivité. C'est afin d'obtenir l'équilibre, bien évidemment, à un certain moment. Si maintenant l'eau est incrustante, ça veut dire qu'elle libère les carbonates de calcium, il n'y a pas nécessité de rajouter de la chaux ou du lait de chaux. Pourquoi? Parce que on n'a pas une agressivité, et donc là, l'eau n'est pas agressive, mais plutôt elle est incrustante. Donc, dans le cas d'eau incrustante, si nous avons une eau qui est incrustante, on va dire que c'est OK, il n'y a pas de souci. Si nous avons une eau qui est agressive, on doit rajouter du lait de chaux afin de corriger cette agressivité. Et ceci, on va le voir ici. Donc, ça veut dire que le TAC et la saturation est initiale pour une eau agressive. L'évolution, elle est de combien? C'est par exemple pour 1 litre. On va constater que pour la station de traitement, il faut rajouter combien par mètre cube et ainsi de suite de carbonate de calcium. Et donc là, ça nous donnera une idée sur la quantité de l'eau de chaux à rajouter. Voilà, encore une fois, je vais m'arrêter là pour que la vidéo soit aux alentours de 30 minutes. Là, je suis à 33 minutes. Je m'arrête et je continue dans une autre vidéo.